La dernière fois, nous avions suivi les aventures et différentes réformes de l'Empire ottoman au cours de l'ère des tulipes et du début du XIXe siècle. Maintenant, passons à l'une des dernières grandes périodes charnières pour l'histoire de l'Empire ottoman. Je parle de la période du Tanzimat, les grandes réformes. Et tout d'abord, commençons là où nous nous étions arrêtés. En 1839, à l'accession au pouvoir du sultan Abdülmecid Ier. Donc assez jeune sultan, ses ambitions sont simplement de continuer les grandes réformes politiques de son père, qui s'était déjà débarrassé des janissaires par exemple, et étend les prérogatives d'un nouveau conseil qui s'est nouvellement créé, le conseil du Tanzimat. Le conseil qui est là pour diriger, pointer, répandre toutes les grandes réformes qui doivent redonner sa puissance et sa modernité à l'Empire ottoman. Malheureusement, les obstacles sont extrêmement nombreux face à Abdülmecid. Toutes ces réformes, comme d'habitude dans l'Empire ottoman, mettent en exergue les oppositions face au pouvoir du sultan, notamment des élites musulmanes, non turques, et également des élites religieuses, les oulémas, qui s'étaient précédemment révoltés avec les janissaires d'ailleurs. Bref, les réformes peinent à être appliquées dans les provinces éloignées de l'Empire et qui sont ethniquement non turques. En plus de cela, à Constantinople même, là où règne le sultan, on a de plus en plus de tentatives d'assassinat contre sa personne. Bref, l'opinion publique et toute la population et les élites assez traditionnelles de l'Empire s'opposent à tous ces grands désirs de réforme et au grand conseil du Tanzimat. De plus, le contexte international est mouvementé pour l'Empire, car en plus des problèmes internes, notamment de plus en plus d'insurrections de certains groupes ethniques, comme celle des Kurdes, face au pouvoir centralisateur de Constantinople, l'Empire doit également faire face à l'Empire russe en 1856, lors de la guerre de Crimée. L'Empire russe, voulant en fait vassaliser l'Empire ottoman concrètement, récupérer toute la domination et tout le pouvoir sur les lieux saints, et également avoir le monopole de la protection des chrétiens d'Orient. Bref, la Russie veut s'arroger toute une sphère d'influence dans l'Empire ottoman et en plus avoir accès aux mers chaudes via le détroit du Bosphore et également sécuriser totalement son contrôle sur la Méditerranée. Malgré des premiers échecs face à l'Empire russe, notamment lors de la bataille de Sinope, où l'entièreté de la flotte ottomane, encore à voile, va se faire détruire par la flotte russe beaucoup plus moderne. Mais, aidés des Anglais et des Français, également des Italiens, et grâce aux pressions internationales que va subir la Russie, notamment de la Prusse et de l'Autriche, et également à quelques victoires militaires sur le terrain, notamment la prise de Sébastopol, la guerre est finalement gagnée par l'Empire ottoman. Mais à quel prix ? L'Empire est encore une fois ruiné. Mais cela a eu un certain avantage, c'est que le fait qu'on ait eu des troupes ottomanes qui aient côtoyé les troupes européennes, le fait également que des conseillers européens sont venus pour moderniser l'armée, histoire que leurs seconds ottomans ne soient pas non plus trop à la ramasse, a fait qu'on a eu un assez grand foisonnement intellectuel et un assez grand désir de modernisation et de réforme dans l'armée.
qui cette fois ne s'oppose pas à cela. Donc, on peut dire que, en quelque sorte, c'est assez bon pour Abdulmecid. Mais bon, passons un peu sur tout le contexte historique international qui est quand même assez dense à l'époque, pour nous intéresser plus en profondeur aux réformes de l'armée grâce au Tanzimat, qui va se dérouler donc entre les règnes d'Abdulmecid Ier et de son successeur Abdulaziz. Donc cela va commencer en 1843 par une ordonnance du sultan Abdulmecid qui va diviser l'armée en deux corps. Le Nijam, en gros le service actif composé des soldats de métier et également des jeunes hommes faisant leur service militaire, fixé à 5 ans à l'époque. Véritable révolution dans l'Empire. Système qui était déjà en train d'être développé en Europe, mais qui venait tout juste d'être introduit dans l'Empire. Puis également, le deuxième corps, le Redif. Le Redif, c'est en gros le service de réserve, incluant tous les hommes ayant fini leur service militaire sur une durée de 7 ans, après ce même service, appelé en cas de besoin majeur. Et donc, la première application et les premières réorganisations vont venir durant la guerre de Crimée, où l'armée va peu à peu abandonner le système archaïque ancien de régiments, de corps que l'on mobilise, tout ça, tous indépendants, pour véritablement passer à un système de corps d'armée, standardisé à l'époque en Europe. Donc on a 6 corps d'armée dans l'Empire, appelés Ordus, placés sous le commandement d'un Mouchir, ou maréchal. Puis ensuite, on va peu à peu redescendre tous les échelons, chaque corps d'armée étant composé de 2 divisions, commandées par un Fekir, ou général, elle-même composée de 3 brigades, commandées par un Hivas, un général mais un peu en dessous. Ce qui fait qu'au final, l'Ordu, le corps d'armée, est composé de 6 régiments d'infanterie, 4 régiments de cavalerie et 1 régiment d'artillerie. Sachant que les comptes sur ces différentes organisations s'inspirent totalement du modèle français de l'époque. Un régiment français d'infanterie, donc du Second Empire, est composé de 3265 hommes. C'est le cas dans l'Empire ottoman. 934 hommes pour un régiment de cavalerie divisé en escadrons. La même chose en France, avec des hussards, des chasseurs et des lanciers. Puis enfin, 1765 hommes pour un régiment d'artillerie, qui donc manipule en tout 64 canons et 4 obusiers. Soit au final un nombre de 21 445 hommes et 68 bouches à feu dans un ordu. Donc on voit ce système d'échelons de corps d'armée qui commence à s'appliquer dans l'Empire ottoman, qui était déjà présent en Europe, notamment sous le Premier Empire, mais qui vient tout juste d'arriver dans l'Empire ottoman grâce aux conseillers européens et surtout aux conseillers français. Sans compter qu'il faut également rajouter à tout cela les garnisons des 100 forteresses de l'Empire ottoman, dont Constantinople, qui forment en tout 40 000 hommes donc de garnison. En tout, le Nijam, le service actif, compte donc 165 880 hommes.
Sans compter également le Redif, constitué d'un nombre égal d'hommes, au Nijam. Chaque ordou du Nijam possédant un ordou du Redif, placé en temps de paix sous le commandement d'un Liva, un nouveau grade créé spécialement. Et c'est pas tout. Il faut rajouter les contingents de réguliers fournis par certaines provinces, l'Égypte avec 30 000 hommes et la Tunisie avec 12 000, plus les contingents et corps irréguliers fournis également par les différentes provinces, la Syrie avec 50 000 cavaliers, le Kurdistan qui fournit 30 000 hamidiès, des soldats soit de cavalerie, soit d'infanterie, le Lazistan, en gros le sud du Caucase actuel, devant fournir 20 000 hommes, et l'Albanie devant en fournir 15 000. Et il faut encore rajouter les Alties, les 12 000 hommes de la gendarmerie ottomane, ainsi que d'autres forces irrégulières, des Tatars, qui viennent de l'Asie centrale généralement. Alors me demandez pas comment ils finissent dans l'Empire ottoman, ça c'est les mystères du nomadisme. Et également les Bachibouzouk, qui sont toujours là et qui sont constitués des vieux et des vétérans de l'armée. Bref, avec cette ordonnance de 1843 et les réformes et réorganisations qui vont peu à peu être mises en place sous les règnes d'Abdulmecid et d'Abdulaziz, on obtient une armée qui est massive, un nombre assez important d'hommes, qui n'arrive bien sûr pas à la cheville de l'Empire russe avec ses 1 million de soldats actifs, mais une armée massive tout de même, qui est mobilisable rapidement et qui est enfin moderne. Enfin, selon les standards de l'époque. C'est pas mal. Bon, au final, quel est le bilan des réformes du Tanzimat ? Encore une fois, là, je n'ai traité que des réformes qui sont purement militaires, étant donné que c'est le sujet de la série. Mais il faut se dire que c'est un mouvement de profondeur qui va toucher tous les appareils étatiques ottomans. Et donc, si on devait en dresser un bilan, il est plutôt positif. Aidés par les Anglais, les Français, les réformes du Tanzimat ont été un plutôt bon succès pour l'Empire et pour les sultans, modernisant l'armée et l'administration, également faisant qu'en 1876, le sultan accepte la première constitution monarchique, modernisant l'appareil d'État, sachant qu'en Europe, on avait déjà des parlements un peu partout, sauf dans certaines autocraties encore bien vénères, comme l'autocratie russe. Mais cela n'empêche pas l'Empire de se faire dépecer. En 1830, comme je l'avais dit précédemment, la Grèce prend son indépendance. Également, en échange de l'aide française et anglaise, les Ottomans acceptent de leur céder la Tunisie et l'Algérie pour les Français, et surtout la riche Égypte. Même si ces provinces étaient déjà quasiment indépendantes à l'époque, certes, mais quoi qu'il arrive, on avait vu dans les réformes militaires qu'elles fournissaient tout de même un effort militaire et un soutien non négligeable à l'armée. Surtout, ils payaient quand même tribut à l'Empire, et les rentrées d'argent étaient assez grandes venant de ces deux provinces. Alors, se faire priver de celle-ci a été un plutôt gros coup pour l'Empire. En parlant d'ailleurs d'économie, au niveau fiscal, rien n'a changé, c'est toujours le gros bordel. L'endettement, à cause des guerres, est de plus en plus élevé,
touchant presque celui de la France actuellement, ce qui est tout de même assez impressionnant. L'irrégularité des rentrées fiscales et bientôt également l'économie qui est mise sous tutelle par un consortium franco-anglais via le contrôle de la Banque impériale ottomane, mettent encore plus cette économie à genoux. Et également, ça va être une autre guerre qui va poser problème. La guerre franco-russe de 1877 à 1878, où l'Empire, cette fois, va perdre la plupart de ses provinces balkaniques, la Bosnie, la Bulgarie, une partie de la Serbie, son contrôle sur la Moldavie, la Bessarabie à l'époque, mais ce qu'on appellera la Moldavie aujourd'hui, et également la Valachie. Sans compter, encore une fois, à cause de cela, que la dette grimpe en flèche et que l'économie se retrouve donc, encore une fois, à genoux. Au final, si on devait faire une brève conclusion sur cette période, c'est que malgré des volontés de modernisation qui ont, d'un certain point de vue, marché, l'Empire reste sur le déclin. Guerre, économie archaïque, armée qui peine à se relever des défaites, des problèmes culturels, religieux, et un pouvoir qui est de plus en plus absent des provinces éloignées de Constantinople, et qui en plus stagne technologiquement dans les campagnes. Bref, l'Empire est véritablement devenu à cette époque l'homme malade de l'Europe. Et les réformes du Tanzimat n'ont absolument rien changé à cela. Il ne suffirait au final plus que d'un nouveau désastre, que d'une seule guerre pour faire ressurgir tous les problèmes et divisions de l'Empire, et pour le faire imploser. Et bien voilà ce qui clôture cette avant-dernière série donc sur la modernisation et les réformes de l'armée ottomane, où comme je l'ai promis, on a pu voir également quelques réformes et changements du côté de l'administration, et on a pu également voir plus en profondeur comment était organisé l'Empire. Bref, on a fait quand même du gros boulot en balayant une période de près de 200 ans en à peine 3 vidéos. C'est du beau travail de synthèse. Ce qui change pour un historien. Bref, je vous remercie pour votre attention, pour le fait que vous soyez toujours autant au rendez-vous à chaque vidéo et à chaque série. Je vous remercie de tout cela et je vous dis à la semaine prochaine où cette fois l'on traitera véritablement de la fin de l'Empire ottoman avec les 5 derniers sultans ottomans. Mais pas en une fois.